L'univers est immense. Tellement immense qu'une vaste structure, comme notre système solaire, peut tout simplement paraître comme un grain de sable comparé à la taille connue de l'univers. Ce qui peut paraître absolument démesuré à notre échelle, n'est en fait qu'une poussière dans l'immensité de l'univers. En fait, tout est une question de taille. Tout est une question de point de vue. Même nous, à notre échelle, on a le pouvoir de devenir comme l'univers. C'est-à-dire immensément grand parce que nous connaissons des éléments extrêmement petits, bien plus petits encore qu'un grain de sable. Pour entrevoir ces mondes miniatures, on va devoir réduire notre taille. Et on va tellement la réduire qu'à cette échelle, rien de ce que nous connaissons n'a de sens. On va tellement rapetisser qu'on se retrouvera à l'échelle de l'atome et de ses composants, les particules. Mais est-ce qu'on se rend bien compte des échelles de taille entre un atome et un électron par exemple ? Eh bien, pas tellement. Alors juste avant qu'on commence notre voyage, j'aimerais remercier énormément les membres de la chaîne qui la soutiennent beaucoup. Alors si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement de cette chaîne et profiter d'avantages exclusifs, eh bien vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur ce bouton là sur ma chaîne. Et si même vous souhaitez soutenir la chaîne sans forcément y contribuer financièrement, eh bien vous pouvez toujours vous abonner ou liker cette vidéo. On dirait pas comme ça mais ça soutient les équipes et moi énormément. On perd pas plus de temps, commençons ce voyage épique. On va parler de taille réellement petite. Tellement petite qu'on ne comprend pas tout ce monde miniature. Si on imagine que notre grain de sable est grossi à la taille d'un immeuble de 100 mètres de hauteur, alors un atome sera à peu près à la taille d'un petit pois à l'échelle de cet immeuble. De son côté, l'électron serait si minuscule qu'il serait presque impossible à observer à cette échelle, flottant autour du noyau comme une particule extrêmement petite. Je vous avais dit que c'était très petit. Et si on veut donner des chiffres qui font mal à la tête, un atome mesure environ 0,1 nanomètre, et c'est 10 puissance moins 10 mètres, ce qui est 100 milliards de fois plus petit qu'un mètre. Autrement dit, il faudra aligner environ 10 millions d'atomes pour atteindre la longueur d'un seul grain de sable. Vous pensez que c'est petit ? Eh bien, attendez de voir l'électron. Cette particule subatomique, située dans le nuage électronique qui entoure le noyau de l'atome, est encore plus petite. Pour être totalement transparent, son diamètre effectif n'est pas précisément connu, mais on estime qu'il pourrait être de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres. Soit des milliards de fois plus petit que l'atome lui-même. Et ce nouveau monde miniature, il est extrêmement intéressant. Il permet aux scientifiques de comprendre pourquoi l'air glisse entre nos doigts alors qu'une table les arrête. Comprendre ce monde, c'est comprendre et expliquer des phénomènes du monde physique ou matériel. Et ce monde, il a un nom, c'est le monde quantique. Mais à quoi ça correspond exactement ? Le monde quantique, ou plus précisément la mécanique quantique, est l'une des branches les plus révolutionnaires de la physique moderne. Ce domaine explore les phénomènes à l'échelle microscopique, là où les objets se mesurent en nanomètres, voire en picomètres comme les électrons, les protons ou les photons. Contrairement à notre monde classique qu'on appelle aussi macroscopique, où les lois de la physique classique de Newton dominent, le monde quantique obéit à des règles profondément différentes, souvent même contre-intuitives. Et dans ce nouvel univers plus petit encore que l'atome lui-même, de nouvelles propriétés voient le jour. Par exemple, les particules peuvent se comporter simultanément comme des ondes et des particules. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et elles peuvent aussi exister dans plusieurs états à la fois, un principe qu'on appelle la superposition quantique. Et elles peuvent aussi interagir de manière mystérieuse et instantanée, même à des distances immenses, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur tous ces termes un petit peu plus tard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces concepts défient la logique classique. Ils ont non seulement redéfini notre compréhension de la nature, mais ils nous ont aussi donné une naissance à des technologies modernes comme l'informatique quantique, ou encore les télécommunications sécurisées par cryptographie quantique. Mais d'où vient-elle ? Depuis quand l'étude de la mécanique quantique existe ? La mécanique quantique a été introduite au début du XXe siècle, et dès son arrivée dans le marché scientifique, elle a bouleversé les fondements mêmes de la physique. Einstein, Bohr, Schrödinger et Planck, pour ne citer qu'eux, ont tous contribué à l'édification de ce nouveau cadre théorique, à la fois fascinant et déroutant. En partant de ça, on va explorer les concepts clés qui régissent le monde quantique, leurs implications et notre compréhension de l'univers, et comment influencent-ils les technologies modernes. Mais du coup, que se passe-t-il quand on abandonne les règles habituelles de notre monde classique pour plonger dans ce monde étrange du monde quantique ? Bon déjà, comme notre monde, cette nouvelle dimension miniature possède ses propres règles et propriétés de base. Mais sur quels principes repose-t-elle ? Eh bien on va commencer sans tarder par l'un des principes les plus intrigants, le principe de superposition. Alors le principe de superposition, c'est l'un des piliers centraux de la mécanique quantique. C'est en fait la capacité d'une particule quantique, comme un électron, d'exister simultanément dans plusieurs états ou positions à la fois. Ça peut paraître abstrait, mais laissez-moi vous expliquer. Contrairement à notre intuition classique, qui nous dit qu'un objet est soit ici, soit là, en mécanique quantique, une particule peut être dans un état où elle est à plusieurs endroits à la fois,
ou dans plusieurs configurations à la fois. Mais on verra des exemples un peu plus tard quand on parlera du chat de Schrödinger. Et en réalité, cet effet est dû à une des règles fondamentales de la mécanique quantique, la fonction onde-corpuscule. C'est ce principe qui va permettre de décrire tous ces états possibles simultanément. Mais le plus fascinant dans cette propriété quantique, c'est quand elle s'effondre. Je m'explique. Lors d'une mesure, quand on observe l'état d'une particule, la superposition de cette même particule va s'effondrer. Et la particule adopte un seul des états possibles. Autrement dit, selon le principe de superposition, lorsqu'on ne regarde pas, l'électron est partout autour du noyau, sous la forme donc d'une onde. Et comme il est sous la forme d'une onde, on ne peut pas connaître sa position exacte. On peut seulement faire des estimations mathématiques sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Et c'est logique parce qu'une onde n'a pas de position précise. C'est un peu comme une vague. Une vague n'a pas de position précise. Elle a un début, une fin, et fluctue dans le temps. Mais au moment exact où on pose les yeux sur lui, l'électron ne sera plus une onde ou une vague, mais un point avec des coordonnées définies. Mais ce point n'apparaît pas n'importe où, il va se trouver sur la courbe décrivant l'onde. En gros, le principe de superposition défie les concepts classiques de notre quotidien. Et en plus de ça, elle est essentielle pour expliquer des phénomènes complexes comme les interférences quantiques et les propriétés des particules qui, au niveau microscopique, se comportent comme des ondes. Mais bon, passons désormais à un autre principe fondamental de la physique quantique, c'est l'intrication. Alors ça peut paraître moins abstrait que le principe de superposition d'états quantiques, mais en fait, vous verrez que c'est même plutôt le contraire. Mais alors, qu'est-ce qui différencie la superposition et à quoi ça correspond? Déjà, la superposition permet d'expliquer qu'une particule peut exister dans tous les états possibles. En fait, elle est caractérisée par tous les points possibles d'une courbe représentant une onde tant qu'on ne la regarde pas. Et dès qu'on regarde la particule, on l'observe dans un état fixe et précis. Mais là où la superposition quantique dévoile une superposition d'états d'une particule, le phénomène d'intrication quantique décrit un phénomène dans lequel deux particules peuvent être corrélées, mais pas de n'importe quelle façon. En fait, les deux particules seraient corrélées d'une telle manière que l'information concernant l'état de l'une d'elles affecte instantanément et directement l'état de l'autre. Alors vous pourriez me dire que c'est normal, mais là où ce principe devient très intéressant, c'est que ces deux particules peuvent être séparées par des distances astronomiques, comme des années-lumière. Ça signifie que si vous mesurez l'état d'une particule intriquée, vous connaîtrez instantanément l'état de l'autre particule, et ce, peu importe la distance qui les sépare. Par exemple, vous prenez deux particules intriquées, l'une se trouvant au Chili et l'autre en Inde. Si l'une voit son état subitement changer, l'autre particule sera directement et instantanément impactée. Et ce phénomène a été surnommé l'action fantomatique à distance par Albert Einstein, qui d'ailleurs était profondément troublé par cette idée. Et oui, parce que Einstein, qui disait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, est confronté à une interaction instantanée entre deux particules éloignées. Alors on ne sait pas complètement encore, mais l'intrication quantique semble violer la vitesse limite de l'information, fixée par la vitesse de la lumière. En plus de tout ça, les expériences modernes ont confirmé l'existence de l'intrication, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui largement acceptée par un phénomène réel. Par contre, ça pose des questions profondes sur la nature de la réalité et de la causalité. Mais est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change et à quoi ça sert? En fait, l'intrication est au cœur de plusieurs technologies quantiques émergentes, comme la cryptographie quantique ou encore les ordinateurs quantiques. Ces technologies tirent parti de cette corrélation mystérieuse pour réaliser des calculs ou des communications qui seraient quasiment impossibles ou beaucoup trop longs à réaliser dans un cadre classique. Pour l'instant, ce sera tout sur l'intrication quantique. On va maintenant poursuivre avec un autre principe fondamental du monde quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, le principe d'incertitude de Werner Heisenberg est un autre concept fondamental de la mécanique quantique, qui bouleverse notre vision classique de l'univers. Mais pourquoi? Ce principe va dire qu'il est impossible de connaître avec précision infinie deux propriétés conjuguées d'une particule, comme par exemple sa position et sa vitesse. Plus précisément, si vous mesurez avec une grande précision la position d'une particule, vous ne pourrez pas connaître précisément sa vitesse, et vice-versa. Alors ça signifie pas qu'on manque d'instruments suffisamment précis pour effectuer des mesures, mais que cette incertitude est une propriété fondamentale de la nature du monde quantique. Alors en réalité, le principe d'incertitude souligne que la nature à l'échelle quantique ne fonctionne pas de manière déterministe, comme c'est le cas de la physique classique, mais plutôt de manière probabiliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors contrairement à la physique classique, où les systèmes ont des propriétés bien définies indépendamment de l'observation, la mécanique quantique utilise des probabilités pour décrire les résultats possibles d'une mesure. En gros, l'intrication lie les probabilités de résultats pour deux particules. Ça veut dire que les états possibles des deux particules ne sont pas indépendants, mais corrélés. Bon, on va prendre un exemple. Imaginez un sac avec deux gants, un droit
et un gauche. Si vous prenez un gant au hasard et voyez qu'il est droit, vous savez immédiatement que l'autre gant est gauche. Mais en mécanique quantique, juste avant d'ouvrir le sac, les deux gants sont dans une superposition de deux états, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'intrication rend cette corrélation bien plus complexe, parce qu'elle inclut des probabilités et des mesures qui influencent directement le comportement des deux particules. Bon, je sais, c'est un petit peu complexe, mais on va voir un autre exemple. Imaginez 2 dés magiques. Si vous lancez l'un des 2 dés, vous obtenez un 6. Alors instantanément, l'autre dé montrera également un 6, où qu'il soit dans l'univers. C'est cette connexion magique qu'on appelle l'intrication quantique. Mais comment ça marche du coup? Avant qu'on mesure l'état d'une particule, ses propriétés, comme la position, etc., existent sous la forme de probabilités. Et une fois qu'on mesure l'une des deux particules intriquées, l'état de l'autre particule se fixe instantanément pour correspondre à cette mesure. Comme en gros, si elles communiquaient instantanément. Bon, maintenant qu'on a vu les plus complexes, on va maintenant voir le dernier principe du monde quantique, la fonction d'onde. Alors vous verrez, elle est directement liée à la superposition quantique. En mécanique quantique, une particule comme un électron ou un photon n'est pas décrite par un point précis dans l'espace, comme dans la physique classique. Et quand je parle de physique classique, je parle évidemment du monde un peu qui nous entoure. À la place, elle est caractérisée par une entité mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, à quoi ça sert? Alors, il faut savoir que la fonction d'onde fournit une description complète de l'état d'une particule. Elle contient toutes les informations nécessaires pour calculer les probabilités des différentes propriétés de cette particule. Cette fonction d'onde est donc une amplitude de probabilité qui nous permet de connaître la probabilité, c'est-à-dire la chance de trouver la particule à un endroit donné, si on effectue une mesure. Et donc là, il ne s'agit pas d'une description déterministe, mais plutôt d'une description basée sur des probabilités, comme l'intrication quantique. Par exemple, un électron qui tourne autour du noyau atomique ne suit pas une trajectoire fixe comme une planète autour d'une étoile. Cette trajectoire est plutôt décrite par une fonction d'onde, qui donne un exemple de probabilité concernant la position où l'électron pourrait être observé. Et quand une mesure est effectuée sur la particule, la fonction d'onde s'effondre complètement et la particule choisit un des états possibles qu'elle occupait auparavant, en superposition. Mais avant l'effondrement, la particule n'a pas de position définie, seulement une probabilité d'être trouvée à divers endroits. C'est cet effondrement-là de la fonction d'onde par observation donc qui relie les mystères de la mécanique quantique à notre perception classique de la réalité. Ok, bon, je sais que ça fait beaucoup à retenir, alors vous inquiétez pas, j'ai fait un petit résumé pour que vous compreniez bien tout. Alors pour vous récapituler tout ça, en gros il y a 4 principes fondamentaux. La superposition, l'intrication, le principe d'incertitude et la fonction d'onde, qui sont donc au cœur de la mécanique quantique. Ils façonnent la manière dont nous comprenons le comportement des particules à l'échelle microscopique. Ensemble, ils ouvrent un monde radicalement différent de celui de la physique classique, où des phénomènes contre-intuitifs mais bien réels se produisent à des échelles trop petites, et donc invisibles pour l'œil humain. Ces principes ont permis de comprendre et de développer des technologies aussi révolutionnaires que les transistors, les lasers et même les futures technologies quantiques, comme les ordinateurs quantiques et les communications quantiques. Mais est-ce qu'on a pu vérifier ces principes? Comment a été prouvée l'existence de ces principes-là? Est-ce qu'on a pu réaliser des expériences concluantes sur ce monde incroyablement fascinant et mystérieux? La réponse est oui. L'homme a déjà pu faire des expériences clés et exceptionnelles sur le monde quantique. Mais alors, quelles sont-elles? Eh bien, on va commencer tout de suite par l'expérience des fentes de Young, réalisée donc initialement par Thomas Young en 1801 avec la lumière. C'est l'une des plus célèbres expériences en physique quantique. Elle révèle une des propriétés les plus étonnantes des particules, la dualité d'onde-corpuscule, dont on a parlé un peu avant. Alors normalement, pour ceux qui ont fait de la physique-chimie au lycée, vous avez déjà dû la réaliser. L'expérience de base est plutôt simple. On fait passer de la lumière à travers 2 petites fentes parallèles et on observe ce qui se passe sur un écran placé derrière. Si la lumière se comportait uniquement comme des particules, et d'après le principe de fonction d'onde, on s'attendrait à voir 2 bandes lumineuses correspondant aux 2 fentes. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de ça, un motif d'interférence apparaît sur l'écran composé de bandes claires et sombres. Exactement ce qu'on observe avec des ondes qui se superposent. Et cette expérience a donc démontré que la lumière a un comportement d'onde. Mais ce qui devient encore plus fascinant, c'est quand on répète l'expérience avec des électrons ou d'autres particules quantiques. Une à une, si on n'observe pas par quelle fente l'électron passe, on voit encore un motif d'interférence. Ce qui indique que chaque électron se comporte comme une onde, passant par les 2 fentes en même temps, et donc confirmant le principe de superposition. Mais si on place un détecteur pour savoir par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît. Et on observerait donc à la place un comportement de particules classique.
avec deux bandes. Ça signifie que le fait d'observer modifie le comportement de l'électron, ce qui permet de mettre en lumière l'étrange dualité d'onde-corpuscule, liée à la notion d'observateur. En gros, l'expérience des fonds de Young démontre de manière frappante que dans le monde quantique, les particules peuvent se comporter à la fois comme des ondes et comme des particules, en fonction de l'onde de l'interaction avec l'observateur. Mais heureusement pour nous, cette expérience n'est pas la seule à expliquer le monde quantique. Il existe aussi un paradoxe très connu, permettant d'illustrer ce principe de superposition, le paradoxe du chat de Schrödinger. Alors ce paradoxe est proposé en 1935 par le fameux physicien autrichien Erwin Schrödinger. En fait, il s'agit d'une expérience de pensée, donc on l'a pas vraiment faite, conçue pour illustrer des aspects étranges de certaines propriétés quantiques. Ici, en gros, elle permet de se confronter à la superposition quantique et au rôle de la mesure dans l'effondrement de la fonction de l'onde. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas le chat de Schrödinger, l'idée est la suivante. Imaginez un chat qu'on place dans une boîte fermée, avec un mécanisme lié à la désintégration d'un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, un poison est libéré, ce qui tuera le chat. Par contre, si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie. Et selon la mécanique quantique, avant que vous n'ouvriez la boîte pour observer l'état du chat, eh bien l'atome radioactif est en superposition entre deux états, désintégré ou non. Par extension, le chat est lui aussi dans une superposition d'états. Il est à la fois vivant et mort. Cette superposition est valable jusqu'au moment où on mesure l'état de l'atome, et donc du chat. Et les états seront fixes, soit l'atome s'est désintégré et le chat est mort, soit l'atome ne s'est pas désintégré et le chat est bel et bien vivant. Et le paradoxe de Schrödinger met en lumière une question centrale en mécanique quantique. À quel moment un système quantique cesse-t-il d'être en superposition pour adopter un état défini? En gros, à partir de quel moment les principes de la mécanique quantique s'arrêtent? À partir de quand les lois du monde qu'on connaît tous reprend ses droits? Eh bien ce paradoxe souligne les limites de l'application de la mécanique quantique à des objets de taille normale, comme un chat. Mais il illustre aussi bien le caractère étrange de la théorie quantique, dans laquelle une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Mais encore une fois, il existe d'autres expériences qui ont permis de développer nos connaissances dans le domaine du quantique. C'est par exemple le cas de la dernière expérience que je vais vous présenter, les inégalités de Bell. Mais à quoi ça correspond exactement? Eh bien, les inégalités de Bell constituent une série d'expériences proposées par le physicien John Bell en 1964. Pour tester une question fondamentale de la physique, le monde quantique est-il fondamentalement basé sur des probabilités? Ou alors, est-ce qu'il existe des variables cachées qui déterminent les comportements des particules de manière classique, mais qui nous échappent? Pour comprendre tout ça, Bell s'est intéressé au phénomène d'intrication quantique. Alors pour rappel, c'est quand deux particules peuvent être liées de telle manière que mesurer l'une d'elles permet de connaître immédiatement l'état de l'autre, et ce, peu importe la distance, même si elles sont séparées par des années-lumière de distance. Bell a donc réussi à formuler des inégalités mathématiques qui doivent être respectées si les particules se comportaient de manière classique. En gros, si les particules se comportent selon des principes qui nous paraissent logiques, alors le résultat de son expérience résoudrait ces inégalités. Et ces équations contiennent des variables cachées qui expliqueraient leur corrélation sans faire appel à des effets non locaux. Voilà, en physique classique, une interaction locale implique que les objets ne peuvent être influencés que par un événement qui se produise proche d'eux, et donc que cette influence se propage à une vitesse déterminée. En fait, ça respecte tout simplement la conception classique de la physique, où une particule donc ne peut affecter une autre qu'à travers un mécanisme direct, comme une collision, ou même à travers un champ électromagnétique ou gravitationnel par exemple. Mais par contre, c'est pas la même chose en mécanique quantique. Certains effets comme l'interférence des ondes dans l'expérience des fentes de Young peuvent être considérés comme des effets dits locaux. Tout simplement parce que l'interaction semble se produire en fonction de la position spatiale d'une particule et des objets environnants. Et ce, sans qu'il y ait de violation évidente de la vitesse de propagation d'une information. Par contre, là où j'attire votre attention sur ce point, un effet quantique non local implique que deux particules ou objets peuvent interagir instantanément, et ce même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, sans qu'un signal ou une influence ne traverse l'espace entre eux à une vitesse finie. Exactement comme l'intrication quantique. Et c'est d'ailleurs ici que la mécanique quantique se distingue radicalement de la physique classique et même de la relativité. La non-localité reste l'un des aspects les plus déroutants de la mécanique quantique. Et ça soulève encore aujourd'hui pas mal de questionnements. Bref, il en va de soi, les inégalités de Bell étaient bien violées. Ça veut tout simplement dire que le monde quantique est réellement non local. Donc des connexions instantanées ont lieu, peu importe la distance. Et du coup, ça signifie qu'il n'existe pas de variables cachées locales, comme le pensait Einstein et d'autres théoriciens. Mais bien que la mécanique quantique permet bel et bien des connexions instantanées
entre particules intriquées. Bon, en gros, on ne pourra pas comprendre ce monde de manière logique. Et cette expérience, elle a joué un rôle crucial dans l'idée d'accepter même que le monde quantique est de probabilité et non local. Et heureusement d'ailleurs parce que ça a permis de renforcer la possibilité de technologies quantiques révolutionnaires, comme les ordinateurs quantiques, la cryptographie quantique ou même encore la téléportation quantique. Et ces trois expériences clés, donc celles des fentes de Young, du chat de Schrödinger et les équations de Bell, sont au cœur de la compréhension des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Chacune met en lumière un aspect particulier du comportement quantique, la dualité onde-corpuscule, la superposition et l'intrication. Ensemble, elles révèlent un univers microscopique régi par des lois profondément contre-intuitives, où les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois, où leur état dépend de l'observation, où des particules peuvent être instantanément connectées à distance. Ces expériences ont non seulement révolutionné notre compréhension de la nature, mais elles ont jeté les bases des technologies quantiques futures. Parce que oui, le but ici c'est de comprendre le monde quantique, alors tout d'abord pour comprendre comment notre univers fonctionne, mais aussi pour utiliser ses propriétés et les appliquer dans des outils accessibles pour l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a déjà réussi à utiliser la mécanique quantique et dans quel domaine d'application? Eh bien, évidemment. C'est par exemple le cas de la révolution informatique lancée il y a quelques années avec l'apparition des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, on en parle depuis bien longtemps. Les ordinateurs quantiques représentent l'une des applications les plus fascinantes de la mécanique quantique. Alors comment ça marche? Déjà en fait, un ordinateur fonctionne sur des principes totalement différents de ceux des ordinateurs classiques. Un ordinateur traditionnel en fait va utiliser des bits qui peuvent être dans un état de 0 ou de 1. En revanche, un ordinateur quantique, lui, va utiliser des qubits qui peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Et si vous vous souvenez bien, c'est notamment grâce à deux propriétés clés de la mécanique quantique, la superposition et l'intrication. Mais quel rôle jouent ces deux règles concrètement? Alors bon, déjà, la superposition est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un qubit. Contrairement à un bit classique, qui est soit de 0, soit 1, un qubit peut être dans une superposition des deux états à la fois. Et donc, jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée, le qubit est dans un état indéfini où il peut représenter simultanément 0 et 1 avec une certaine probabilité. C'est grâce à cette superposition qu'un ordinateur quantique peut traiter un nombre beaucoup plus grand de combinaisons d'états qu'un ordinateur classique. Et l'intrication quantique alors? Eh bien l'intrication quantique va permettre aux qubits de fonctionner d'une manière totalement différente des bits classiques. Alors comme on l'a vu, quand deux particules sont intriquées, l'état de l'une est automatiquement lié à l'état de l'autre. Et ce donc, peu importe la distance qui les sépare. Et si vous mesurez l'une, vous connaissez immédiatement l'état de l'autre. Ce qui permet une sorte de coordination à distance qui est impossible dans le monde classique. Cette propriété est ce qui permet aux ordinateurs quantiques de réaliser des calculs parallèles sur un nombre d'états exponentiels. En fait, c'est ce qui les rend particulièrement puissants pour certains types de problèmes, en particulier pour ceux qui nécessitent la recherche dans de vastes espaces de solutions. C'est par exemple le cas de la factorisation des nombres, le calcul moléculaire ou même pour optimiser les algorithmes déjà existants. Mais le plus compliqué concernant les ordinateurs quantiques, c'est leur construction et leur maintenance. Un défi majeur dans la construction des ordinateurs quantiques est la décohérence. Il s'agit en fait d'un des phénomènes qui se produit lorsqu'un système quantique perd son état superposé en raison de l'interaction avec son environnement. Ça peut provoquer d'énormes erreurs dans les calculs. Et pour y remédier, les chercheurs travaillent sur des techniques de correction d'erreurs quantiques pour stabiliser les systèmes et permettre des calculs fiables. Parce que la moindre secousse ou interaction peut tout chambouler. Et ça, c'est parce qu'il n'y a rien de plus sensible que des qubits. Actuellement, les plus grands ordinateurs quantiques possèdent quelques dizaines à quelques centaines de qubits, ce qui nous offre déjà une puissance de calcul phénoménale comparée aux ordinateurs classiques. Les experts pensent que des machines avec des milliers de qubits seront nécessaires pour atteindre une capacité de calcul absolument prodigieuse. Autrement dit, la suprématie quantique. Mais l'informatique n'est pas le seul domaine d'application dans lequel la mécanique quantique pourrait avoir un impact. Il y a aussi le domaine de la communication. C'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, ou comme on la surnomme, la sécurité parfaite. Alors comme vous avez pu le deviner, la cryptographie quantique utilise des principes fondamentaux du monde quantique pour créer des systèmes de communication parfaitement sécurisés. Alors en quoi ça consiste exactement? Eh bien contrairement aux méthodes de cryptographie traditionnelles qui reposent sur la complexité mathématique, la cryptographie quantique tire parti de propriétés physiques fondamentales avec principalement la superposition et l'intrication des particules, pour garantir la sécurité des informations. L'une des applications les plus prometteuses est la distribution quantique de clés, qui permet à deux parties d'échanger une clé secrète
de manière absolument sécurisée. Le protocole le plus connu est le BB84 proposé par Bennett et Brassard en 1984. Ce protocole repose sur le fait que toute tentative d'interception d'une communication quantique modifie inévitablement l'état des particules, grâce au principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc si un espion tente d'écouter la transmission, les modifications induites dans la clé seront immédiatement détectées, permettant de couper l'échange. Mais à part dans le domaine de l'espionnage et du militaire, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie dans notre quotidien? Eh bien oui, et pour preuve, on a déjà commencé. Par exemple, les banques et les gouvernements testent des systèmes de distribution de clés quantiques pour sécuriser leur réseau. En 2017, un satellite chinois nommé Misius a permis de réaliser une communication quantique sécurisée entre Pékin et Vienne, marquant un jalon majeur dans le développement de la cryptographie quantique à longue distance. Mais il existe encore des défis à surmonter avant une adoption massive. Des critères comme la distance de transmission des signaux quantiques sont encore limités et la robustesse des dispositifs matériels reste un enjeu clé. Et même si des chercheurs essaient d'étendre l'utilisation de la cryptographie quantique, on est encore qu'au stade expérimental. Mais revenons à la base de notre étude, la mécanique quantique. Dans l'imaginaire collectif, le quantique est un peu comme de la magie parce qu'on n'est pas encore capable de comprendre pleinement ce nouveau monde, ni d'en déterminer les limites. Et c'est là qu'apparaît une dernière application à l'embouchure de la science-fiction et de la mécanique quantique: la téléportation quantique. Alors là, accrochez-vous pour notre dernier vol vers l'inconnu le plus total. La téléportation quantique est un autre concept fascinant qui serait issu de la mécanique quantique. Sauf que contrairement à ce que la science-fiction pourrait suggérer, il ne s'agit pas de téléporter réellement de la matière comme un être humain d'un point à un autre, mais plutôt de transmettre l'état quantique d'une particule à une autre, même à de grandes distances. Ce phénomène repose sur l'intrication quantique et permet de transférer une information sans transmettre la particule elle-même. Alors pour illustrer la téléportation quantique, on peut imaginer deux particules, A et B, qui sont intriquées. Si une troisième particule, C, interagit avec la particule A, alors l'état de C peut être transféré instantanément à la particule B, même si elles sont très éloignées, de plusieurs kilomètres. Le processus nécessite par contre une communication classique pour finaliser la téléportation, ce qui signifie que l'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Mais l'état quantique est bel et bien transféré. Mais est-ce qu'on a déjà réussi la téléportation quantique? Eh bien ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais oui. En fait, la téléportation quantique a été démontrée expérimentalement pour la première fois en 1997 par une équipe dirigée par Anton Zeilinger. Depuis, des progrès significatifs ont été réalisés et en 2017, des chercheurs chinois ont réussi à téléporter l'état quantique d'un photon depuis la Terre vers un satellite en orbite à plus de 1200 km. Alors oui, on sait faire. Mais pour l'instant, on est capable de téléporter uniquement des particules. Et au vu de la vitesse de réflexion et d'évolution de l'intelligence humaine, peut-être que d'ici plusieurs décennies, on pourra téléporter de la matière, et pourquoi pas, un corps humain. Mais la téléportation n'a pas pour vocation de n'être qu'un simple moyen de transport instantané. On se rend compte qu'elle peut avoir des implications majeures pour le calcul quantique, mais aussi pour les réseaux quantiques. Et oui là, je parle d'un potentiel Internet quantique. Mais comment ce serait possible de créer un réseau Internet quantique? Eh bien en combinant l'intrication avec des répéteurs quantiques. On pourrait imaginer des réseaux où l'information quantique est transmise instantanément entre des ordinateurs quantiques à travers le monde. Comme on a pu le voir, les implications de la mécanique quantique touchent de très nombreux domaines. Elles pourraient révolutionner l'informatique, la sécurité des communications ou encore la transmission d'informations. Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes d'une complexité inaccessible aux ordinateurs classiques. La cryptographie quantique assure une sécurité à toute épreuve grâce à des principes physiques inviolables. Et la téléportation quantique ouvre la voie à des réseaux de communication quantique rapides et sécurisés. Et bien sûr, un moyen de transport révolutionnaire. Et même si on n'est qu'au début de cette révolution, ces technologies ont déjà commencé à transformer notre vision de l'informatique et de la communication. Et leur potentiel est immense pour l'avenir. Mais pour l'instant, et à l'heure actuelle, beaucoup de mystères autour de la mécanique quantique restent non résolus. Parmi ces énigmes, on retrouve l'un des plus grands mystères de la mécanique quantique qu'on appelle le problème de la mesure. Et il est souvent présenté par le fameux paradoxe du chat de Schrödinger dont je vous ai présenté tout à l'heure. Comme on l'a vu dans la théorie quantique, une particule ou un système peut exister dans un état de superposition, c'est-à-dire dans plusieurs états simultanément. Par exemple, un électron peut être dans deux positions différentes en même temps, et un photon peut passer par deux fentes à la fois dans l'expérience des fentes de Young. Mais ce phénomène étrange semble se rompre dès que l'on tente de mesurer ou d'observer le système. La fonction d'onde qui décrit cette superposition s'effondre si le système prend alors un état bien défini. Si on reprend l'exemple d'avant, l'électron
est dans une position spécifique. Ce processus, basé donc sur l'observation, est au cœur du problème de la mesure en mécanique quantique. Mais pourquoi l'observation force-t-elle le système à choisir un état unique? Et comment se produit cet effondrement? Certains physiciens, comme Niels Bohr, ont proposé que l'acte d'observer ou de mesurer joue un rôle crucial dans le comportement quantique. Ça signifie que la réalité d'un système quantique n'existe que lorsqu'elle est observée. Une interprétation qui fait consensus dans la communauté scientifique et qui est appelée l'interprétation de Copenhague. D'autres théories, comme celle des mondes multiples développées par Hugh Everett, suggèrent qu'au lieu de s'effondrer, la fonction d'onde continue d'évoluer, mais que chaque possibilité se réalise dans un univers parallèle. Alors, vous en faites pas, je vous détaillerai ça un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que le problème de la mesure reste l'un des plus grands paradoxes non résolus de la mécanique quantique. Mais pourquoi l'observation d'un phénomène à notre échelle peut-elle avoir un effet aussi important sur un système miniature? Eh bien, les théories actuelles n'apportent pas de réponse définitive, et ce mystère continue de diviser les physiciens. Un autre phénomène clé pour notamment comprendre la transition entre le monde quantique et notre expérience quotidienne est ce qu'on appelle la décohérence. Alors comme on l'a vu, en mécanique quantique donc, il y a cet état de superposition. Mais à notre échelle ou à l'échelle macroscopique, on n'observe jamais des objets du quotidien dans cet état-là. Par exemple, on voit jamais une chaise être à deux endroits à la fois. Sauf s'il y a deux chaises, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et bien en fait, la décohérence quantique décrit comment un système quantique perd progressivement son caractère de superposition en interagissant avec son environnement. Lorsqu'un système quantique interagit avec d'autres particules ou l'environnement externe, ces interactions détruisent la cohérence de la superposition. En d'autres termes, l'information quantique contenue dans la fonction d'onde se dissipe. Ce qui donne l'impression que le système est dans un état classique, bien défini. Imaginons un électron dans un état de superposition entre deux positions. Tant qu'il est isolé, cet état peut être maintenu et stabilisé. Mais dès que l'électron interagit avec son environnement, par exemple en entrant en contact avec d'autres particules, eh bien cet état est rapidement détruit et l'électron apparaît dans une seule position. Ça expliquerait pourquoi les phénomènes quantiques sont quasi impossibles à observer à grande échelle. Et en réalité, la décohérence agit comme une barrière invisible qui convertit les états quantiques en états classiques. Et c'est logique parce que si notre électron est isolé, personne n'est témoin de son état. Par contre, dès qu'il interagit avec une surface ou une autre particule, son état se fixe selon la nature de l'interaction, ce qui révèle sa position. Reprenons notre chaise de tout à l'heure. Sauf qu'ici, la chaise grince beaucoup plus, et vous avez le dos tourné par rapport à elle. Vous saurez si quelqu'un s'est assis sur la chaise au moment même où la chaise grincera, révélant son état, ici occupé, et sa position. La décohérence n'explique pas directement le problème de la mesure, mais elle aide à comprendre pourquoi les systèmes quantiques deviennent classiques à mesure qu'ils interagissent avec leur environnement. Elle permet aussi de comprendre pourquoi la superposition n'est jamais observée dans notre vie quotidienne. Mais restons dans le domaine de ce que l'on peut mesurer. Imaginez que deux particules interagissent entre elles par leurs propriétés physico-chimiques. Tout va bien jusqu'ici, il n'y a rien d'inhabituel. Maintenant, on retire ces fameuses propriétés de l'équation. Normalement, elles ne sont plus censées interagir, mais pourtant, c'est toujours le cas. Elles se rapprochent l'une de l'autre par un mécanisme aussi vieux et énigmatique que l'univers. La gravité. Mais existe-t-il vraiment cette force à l'échelle quantique? Eh bien pour le savoir, on va s'intéresser au plus grand défi de la physique moderne, la gravité quantique. La mécanique quantique décrit avec une précision extrême les phénomènes qui se déroulent à l'échelle microscopique, donc des atomes et des particules subatomiques. Là-dessus, on est tous d'accord. La relativité générale d'Albert Einstein, elle décrit parfaitement le comportement des objets à grande échelle, comme la gravité. Mais la réalité des choses, c'est que ces deux théories sont incompatibles. Chacune fonctionne très bien dans leur domaine, mais elles échouent à s'unifier en une seule théorie cohérente. Et le problème de l'unification apparaît lorsqu'on cherche à décrire des phénomènes où la gravité et les effets quantiques sont tous deux importants, comme dans les trous noirs, ou lors des premiers instants de l'univers, au moment de sa naissance. Ces deux théories expliquent très bien leur environnement. Par exemple, la relativité générale décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. On en a déjà parlé sur la chaîne et je vous mets un documentaire ici si vous souhaitez le regarder. La relativité générale d'Einstein permet donc de définir comme un drap tendu qui s'étend sur tout l'univers. Les planètes, les galaxies, les étoiles viennent se déposer sur ce drap et créent des courbures. On va parler là de déformation de l'espace-temps. Si une petite bille passe à proximité des déformations, alors elle va suivre le chemin et tomber dans les courbures créées par ces astres. Et ainsi, on définit la gravité. Mais alors, est-ce qu'il est possible de mesurer la gravité d'un point de vue quantique? Eh bien, la mécanique quantique implique que toutes les forces, y compris la gravité,
doivent être quantifiées. Mais ça conduit à des contradictions quand on tente de combiner deux théories. Une des pistes pour résoudre ce problème est la théorie des cordes, dont je vous ai aussi déjà parlé sur la chaîne, le documentaire disponible ici. Cette théorie unificatrice propose que les particules élémentaires ne sont pas des points, mais des objets étendus appelés cordes. Ces cordes peuvent vibrer de différentes manières, donnant lieu à différentes particules. La théorie des cordes inclut naturellement la gravité, sous forme d'une particule appelée le graviton, ce qui en fait donc le candidat prometteur pour une théorie de la gravité quantique. Le graviton serait donc la particule élémentaire de la gravité, comme le photon est la particule élémentaire de la lumière. Mais malgré son élégance mathématique, la théorie des cordes n'a pas encore été confirmée par l'expérience. Une autre approche pour tenter d'unifier le monde quantique et la physique classique est la gravité quantique à boucle. Pareil, j'en ai déjà fait un documentaire sur cette chaîne. Bref, cette nouvelle hypothèse permettrait de quantifier l'espace-temps lui-même en petites unités discrètes, les boucles. Alors même si elle est plutôt prometteuse, la gravité quantique à boucle est encore à ses débuts. Elle doit surmonter pas mal de défis théoriques. Le vrai problème de la gravité quantique, c'est ce qu'il nous manque actuellement, des outils expérimentaux pour tester ces théories. Les phénomènes où la gravité quantique serait important, comme à l'intérieur des trous noirs ou au moment du Big Bang, sont hors de portée pour nos technologies actuelles. Le mystère de la gravité quantique reste ouvert, résultat d'une théorie unifiée de la gravité et de la mécanique quantique qui demeure pour l'instant l'un des plus grands objectifs de la physique contemporaine. Ça fait beaucoup. Pour récapituler, la mécanique quantique a révolutionné notre compréhension du monde. Mais elle pose aussi de nombreuses questions auxquelles la science n'a pas encore trouvé de réponse. Le problème de la mesure reste l'un des plus grands paradoxes. L'effondrement de la fonction de l'onde et le rôle de l'observation en réalité quantique restent encore inexpliqués. La décohérence nous aide à comprendre comment les objets quantiques semblent se comporter de manière classique, à grande échelle. Mais elle ne résout pas le mystère de la transition entre le quantique et le classique. Et bien sûr, la quête pour une gravité quantique capable d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale est peut-être la clé pour comprendre des phénomènes aussi extrêmes que les trous noirs ou le Big Bang. Mais cette unification est encore loin d'être possible pour le moment. Ces mystères rappellent que, malgré ses succès, la mécanique quantique est encore un domaine en pleine exploration. Et il nous reste beaucoup à découvrir pour comprendre pleinement l'univers à l'échelle la plus fondamentale. Sauf que la mécanique quantique a-t-elle un rôle purement scientifique? Est-ce que la nature de l'observateur peut déterminer l'état dans lequel se trouvera une particule? Est-ce que la réalité est donc propre à un observateur ou est-ce que chaque observateur a sa propre réalité? Eh bien la mécanique quantique, en plus de révolutionner la physique, a ouvert des débats philosophiques sur la nature de la réalité. Ses implications transcendent les sciences physiques pour toucher à la métaphysique. Ça a conduit à des spéculations sur le fait que la conscience joue peut-être un rôle fondamental dans la mécanique quantique. Et beaucoup considèrent que l'acte de mesure lui-même, qu'il soit effectué par une machine ou par un être humain, suffit à expliquer l'effondrement de la fonction d'onde, sans nécessité d'invoquer la conscience. Alors finalement, quand on comprend tout ça, qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'il est possible que, suite au fait d'observer, plusieurs réalités coexistent? Une alternative fascinante au rôle central de l'observateur est l'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957. Selon cette interprétation, il n'y a jamais d'effondrement de la fonction de l'onde. Au lieu de ça, chaque fois qu'une mesure est effectuée, l'univers se divise en plusieurs branches, chacune correspondant à l'une des différentes possibilités qu'offre la superposition quantique. Chaque observation, donc, produit non seulement une réalité, mais une multitude de réalités, chacune évoluant dans un univers parallèle. Dans l'exemple du chat de Schrödinger, quand vous ouvrez la boîte pour voir si le chat est mort ou vivant, l'univers se divise en deux branches distinctes. Dans l'une, le chat est vivant, dans l'autre, le chat est mort. Ces deux réalités coexistent, mais dans des univers parallèles, indépendants l'un de l'autre. Et l'idée que chaque choix ou observation pourrait entraîner une bifurcation de l'univers est une idée qui peut vous retourner le cerveau complètement. Chaque choix, chaque décision que vous avez prise durant votre vie, le fait que vous vous demandez si vous traversiez la route maintenant ou si vous attendiez, que si vous achetiez cette montre plutôt que de braquer la bijouterie, bref, toutes ces décisions que vous auriez pu prendre et que vous n'avez pas prises pourraient exister dans des univers parallèles. Alors évidemment, cette idée n'est valable qu'en mécanique quantique par rapport au chat de Schrödinger. Mais si on l'adapte à notre monde, voilà ce que ça donnerait. Une infinité de mondes parallèles évoluant de manière indépendante au nôtre. Ça remet en question la notion d'un monde unique, suggérant que nous vivons dans un multivers. Une infinité d'univers parallèles où toutes les possibilités sont réalisées. Alors même si l'idée de coexistence des mondes multiples est séduisante, elle reste spéculative et ne fait pas consensus parmi les physiciens. Selon cette théorie, il n'y aurait plus de sens de parler de libre arbitre car toutes les possibilités se produisent bien là, quelque part, dans ces univers parallèles. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'impact philosophique de la mécanique quantique est profond et divers.
Juste, j'ai une petite annonce à vous faire et juste après, j'aimerais vous parler de quelque chose, alors écoutez bien. Si cette vidéo vous a plu, pensez à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez et si vous avez les moyens. Ça me soutient grandement, ça me permet de développer la chaîne et vous permet de profiter d'avantages exclusifs, comme par exemple l'accès à des vidéos en avant-première avant leur sortie officielle ou l'accès à un groupe de discussion privée qu'on aura tous ensemble. Puis si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sinon, j'aimerais vous proposer la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne. Je pense vraiment qu'elle pourrait vous plaire parce qu'elle est équivalente à celle-ci. Et sinon, je vous mets toute une liste de vidéos similaires à celle-ci si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve lundi ou mardi pour un nouveau récap de l'actualité spatiale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. C'était Zeborlos. Bye.